On vient parler vélo, on vient parler cyclisme. Le coup tordu, c'est le podcast des passionnés pour les passionnés. Dans le coup tordu, il y a des interviews, il y a des previews. On se retrouve en plein Tour de France 2025 pour la preview de la deuxième étape de ce Tour de France. L'étape la plus longue d'ailleurs, qui va amener les coureurs du côté de Boulogne-sur-Mer. 209 km entre Levain-Planck et Boulogne-sur-Mer. On sera sur les routes nordistes en ce dimanche 6 juillet 2025. Et je ne suis pas tout seul et je suis content pour l'analyse de cette deuxième étape du Tour de France. Monsieur Thibaut, alias Latib, dans la place. Comment il va, mon Thibaut ? Il va très bien. Écoute, il est enfin en vacances, donc il va pouvoir profiter pleinement du Tour de France. Au Tour de France, la France est en vacances. Je sais pas s'il y en a qui connaissent, mais à savoir que Jean-François Bernard, le père de Julien Bernard, le papa de Julien Bernard, avait sorti à l'époque, c'était un 45 tours. En 1986, c'était au Tour de France, la France est en vacances. Et le pire, c'est qu'il était rentré au top 50 à l'époque. Je crois qu'il avait été top 10 ou top 15 au top 50. Alors ce truc est passé complètement aux oubliettes. Si un jour on a la chance d'avoir Julien Bernard en interview dans le coup tordu, je pense qu'on lui fera écouter. Mais sachez que Jean-François Bernard a été chanteur. C'est un petit peu comme si, je sais pas, on aurait qui, Thibaut, Anthony Turgis, admettons. Je sais pas, ou un Français, ou David Gaudu, qui est pas sur le tour, qui sortait un single avec deux mecs du moment et qui rentrait dans le top 10 dans le streaming. C'était un petit peu l'histoire de l'époque. Thibaut, on va, avant d'analyser cette deuxième étape, on va revenir sur ce qui s'est passé aujourd'hui, sur la première étape, ceux qui nous écoutent le dimanche matin pour ce qui s'est passé hier. Est-ce que pour toi, sur cette première étape, donc victoire de Jasper Philipsen, est-ce que pour toi, on a vu un chef-d'œuvre tactique des Alpecin, ou est-ce qu'on a vu un trouage de la Soudal et des Lidl Trek, ou est-ce que c'est un peu les deux ? Un peu des deux, totalement. Quand tu sais que tu as des zones à risque, que tu as du vent, que tu as vu sur le critérium du Dauphiné que les Visma Lease Bike avaient tendance à profiter de ces portions exposées au vent, et que tu sais que dans les 23 derniers kilomètres, tu les as, et notamment à partir du rond-point, tu bifurques à 18 km, là t'as vent plein cul, et tu sais très bien que si l'élastique s'est tendu avant, il va péter après. C'est une erreur de ne pas être placé, que ce soit des Soudal Quick-Step, des Lidl Trek, parce que tu sais très bien qu'il y aurait eu une équipe qui aurait accéléré, et que le peloton se serait étiré et aurait pété. Donc c'est à la fois, je dirais que c'est même pas une masterclass des Alpecin, plus qu'une masterclass des Visma Lease Bike, qui ont profité du terrain comme ils devaient en profiter, comme on pouvait anticiper qu'ils en profiteraient, et ils l'ont fait. Mais ce qui est dingue quand même, c'est que dans ce genre de situation, du côté des Alpecin, il y a quand même, ils se trouvent très rarement. Je sais pas, je trouve que le train, en fait, surtout le final, alors là, ils ont sacrifié Groves pour distancer Merlier et Milan, mais c'est qu'ils savent que dans le Money Time, il faut être placé. Ils le sont toujours, mais que ce soit sur les étapes de sprint comme sur les classiques, pour Mathieu Van Der Poel. Donc c'est un travail de longue haleine, mais à un moment, quand tu sais que le Money Time arrive à ce moment-là, faut être placé et faut te battre pour cette place, et les Alpecin savent le faire constamment. Moi je me demande un petit peu comment ça va être digéré, parce que globalement pour les Lidl, c'était véritablement un des gros objectifs de la saison. On a quand même foutu Mats Pedersen sur le banc de touche. Je pense que dès l'hiver, on s'est focalisé sur ce Tour de France et sur ce maillot jaune de Jonathan Milan sur la première étape. Milan avait la pression, ils se sont troués. Je pense que ça a dû un petit peu gueuler. Moi, je suis quand même surpris de la manière dont ils se sont écroulés comme ça. Autant les Soudal, il y a un peu d'impro, Merlier, c'est prévu depuis un petit moment qu'ils viennent sur le Tour, mais je suis quand même surpris, surtout qu'en plus Lidl, depuis le début de l'année, tactiquement, ils se sont pas souvent troués. Je suis surpris qu'ils soient passés au travers comme ça. Ah, mais ils attendent toujours leur moment. C'est malheureux, mais ils attendent leur moment. Ils ont peut-être aussi un peu joué avec l'Alpecin à un moment. J'étais au boulot, j'ai vu cette vidéo avec Dillier où on refuse un petit relais. T'es puni, c'est le karma, retour de karma. Thibaut, on va passer sur cette deuxième étape du Tour de France. Je te laisse la main sur le parcours. Sur le parcours, on est dans le nord de la France. On va avoir les collines de l'Artois et du Boulonnais à franchir, donc pas mal de dénivelé pas mal, un profilé un peu mal plat, on va dire, sur ces 209 km, puisqu'on aura quasiment 2000 mètres de déclinivité. C'est pas dans le cyclisme moderne, c'est pas grand chose. Les coureurs y sont habitués,
Mais quand tu regardes le final et notamment les 30 derniers kilomètres, bah là tu dois composer avec de courtes difficultés, pas plus d'1 kilomètre 100, mais pentu parce que dès que tu commences par la côte du Haut-Pichon dans les marais d'Opale, eh bah tu tapes du 9%. Et c'est là où le final va vraiment commencer. Maintenant, est-ce que ça va commencer à cet endroit-là? Du mal à y croire au vu du vent qui sera prononcé de 25 km/h, encore un peu plus fort, de la pluie potentiellement qui est annoncée, mais à ce moment-là, le vent sera un peu plus défavorable. Mais on attendra les 10 derniers kilomètres, parce que dans les 10 derniers kilomètres, t'as l'enchaînement des bosses, l'enchaînement de la côte de Saint-Étienne, l'enchaînement suivi de la côte d'Outreau avant cette montée finale dans Boulogne-sur-Mer. Les deux premières sont les plus pentues. Pour la côte de Saint-Étienne, on est sur 1 km 100 à 10%, tout simplement. Et sur la côte d'Outreau, on est un peu plus mesuré, on est sur du 800 mètres à 8,8%. Mais tu le vois, c'est des montées explosives, donc on a un final qui se promet à un feu d'artifice, d'autant plus que le vent sera peut-être un peu plus favorable après la côte de Saint-Étienne, et surtout, au sommet de la côte d'Outreau, t'as un rétrécissement, de la descente, pas mal de vire-vire, donc en gros un terrain de chasse qui est compliqué pour un peloton qui devra nécessairement d'abord se recomposer avant de s'organiser. Donc s'il y a une attaque dans la côte d'Outreau, honnêtement, je pense que le coup va au bout. Alors, pour donner un niveau de difficulté, c'est plus dur que l'étape de Cap Blanc-Nez à Calais qui avait vu il y a 2 ans la victoire de Wout van Aert. C'est aussi, on va dire, beaucoup plus dur que la première étape du Dauphiné qui a vu la victoire de Tadej Pogačar. Voilà, l'approche est pas méga compliquée, mais effectivement, dès qu'on arrive dans cet enchaînement des 3 dernières bosses, là, on a, je sais pas, c'est quoi. Parce que Saint-Étienne-au-Mont, c'est quand même une petite ascension de 3-4 minutes. C'est pas anodin. On a. C'est pas anodin. Maintenant, ce qui fait un peu chier dans cette montée, honnêtement, c'est le vent, parce que la montée sera entièrement vent de face. Et ce sera un vent pénalisant de 25 km/h. Donc là, on peut se demander s'il y aura plus écrémage qu'attaque. Mais ça n'empêche que après directement, en fait, tu redescends vers la côte d'Outreau. Donc il n'y a pas vraiment de moment de répit. Et même s'il y a un écrémage, tu vois, le peloton va forcément s'étirer. Et s'il y a une petite cassure, tu peux potentiellement rentrer, mais tu vas y laisser des plumes. Et donc cette ascension là, la petite bosse, c'est pas c'est moins raide. Le dernier kilomètre, ouais, on est sur quoi, 4, entre 4 et 8%, quoi. Ouais, c'est à peu près ça. Et le truc, c'est que on est quoi, sur une montée de 900 mètres à un pourcentage moyen de 5,3%. Mais le problème, en fait, c'est que les plus forts pourcentages qui s'approchent des 9,5%, ils sont plus, malheureusement, à 500 mètres de l'arrivée. Après, t'as un léger replat, et avant que la route ne se redresse, mais se redresse à entre 5 et 7%. Donc dans les derniers hectomètres, faudra voir, mais dans tous les cas, en fait, le jeu ne se joue pas dans cette ascension finale, mais bien avant, dans la côte d'Outreau, en fait. Ouais, et dans la côte, alors la côte de Saint-Étienne-au-Mont qui est à 9 km de l'arrivée, pour moi qui est aussi un passage clé, tu dis qu'on va avoir vent de face, mais véritablement dans des pourcentages à 10-15%, est-ce que la prise au vent, ça joue réellement, en fait? Le truc, en fait, c'est est-ce que tu as envie de te donner à ce moment-là, en sachant qu'il reste encore des kilomètres, qu'il reste encore une difficulté, et que tu vas avoir un vent qui est un peu plus défavorable sur la partition au sommet, parce que tu bascules pas directement sur la descente, tu vois. T'as un léger replat. Ça peut freiner quelques ardeurs, mais honnêtement, est-ce que ça freine une accélération d'une équipe organisée? Non. Parce que tu peux sacrifier des coéquipiers qui vont servir de chair à canon dans cette difficulté pour commencer un écrémage et commencer à étirer le peloton et potentiellement, en fait, piéger un leader qui est mal placé. Oui, de toute façon, il va y avoir, je pense, quelques petits écarts. Alors, toi, Thibaut, sur ton scénario, est-ce que
tout simplement, est-ce que tu penses que Vingegaard avait l'air un petit peu excité aujourd'hui? Est-ce que tu penses que les deux là, ils vont essayer de se mettre une grosse peignée des deux mains, ou on va plutôt laisser des profils un petit peu punchers aller se disputer l'arrivée? Quel scénario tu vois, toi? Le scénario je vois forcément un écrémage dans cette côte de Saint-Étienne, mais une attente d'action. Le scénario, tu l'auras compris, je vois plus un écrémage initié par une équipe de leaders dans la côte de Saint-Étienne, un peloton qui va être étiré et potentiellement qui va casser un peu, et des offensives dans la côte d'Outreau, et qui mieux que Tadej Pogačar pour la tenter, accompagné de Mathieu Van Der Poel. Maintenant, va falloir savoir avec qui ils vont être accompagnés. Très peu d'hommes. Pour moi, ça sort potentiellement à 3, guère plus, maximum 5, et c'est un groupe qui va au bout, parce que derrière, tu l'as vu sur la preview vélo flûté, t'as une route qui va être étroite, tu vas directement descendre, t'as des vire-vire de partout, et puis t'arrives immédiatement au pied de la côte de Boulogne-sur-Mer, hein. T'as que 5 kilomètres au sommet à parcourir, ça va très vite, très très vite. Donc honnêtement, dans un scénario comme ça, c'est un scénario entre gouttes, hein. Est-ce que ça serait pas les trois qui se barraient, à savoir Van Der Poel, Pogačar et Vingegaard? Il se passe quoi s'il y a les trois ensemble? Est-ce que Jonas il roule pas? Le scénario? Non, il roulera pas. Et pourtant, sur le Dauphiné, il avait envie de... Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il a envie d'en découdre. Il a peut-être envie d'en découdre, mais non, il roulera pas. Il roulera pas, et ce qui est logique, t'as pas forcément envie de te faire aligner par Mathieu Van Der Poel et Tadej Pogačar et de leur offrir quelques secondes de bonification assez gratuite. Faut que tu les laisses s'épuiser, et puis tu sais que ces deux coureurs, de toute façon, qui réfléchiront pas, ils t'auront sur le porte-bagages, tant pis, hein, ils t'insulteront, ils te diront fuck you man. Mais voilà, ça s'arrêtera là. Après, est-ce que je vois Jonas les accompagner? Sur Jonas, parce que visiblement, il a quand même travaillé. Il dit qu'il a énormément travaillé certains groupes musculaires. Moi, j'ai l'impression, enfin, tu vois, le move qu'il avait tenté sur la première étape du Critérium, moi, j'ai l'impression que sur ce genre d'étape, au contraire, il a envie d'aller... quitte à perdre, hein. S'il perd 2 secondes de bonif, il perd 2 secondes de bonif, mais moi je sais pas. Là j'ai mis un doute sur le fait que un Jonas l'année dernière, il se met dans la roue, il bouge pas. Et là je suis pas d'autant plus que si les deux commencent à sentir les burnes, comme on avait vu un petit peu sur Milan-San Remo, il peut aussi peut-être un petit peu tu vois, jouer, enfin quoi que Tadej va être forcément au marquage, mais il a s'il sort à 3, je suis pas convaincu qu'il roule pas. Moi, j'ai mis quand même des doutes. Là où je t'accompagnerais, c'est sur le fait que si un coureur comme Remco Evenepoel n'avait pas perdu de temps aujourd'hui, oui, sans doute il l'aurait joué comme tu le dis maintenant, en sachant que son adversaire principal, ça reste Tadej Pogačar, et qu'il a quand même un peu éloigné Remco Evenepoel. Il peut la jouer peut-être un peu plus ratus. Est-ce que y a d'autres coureurs que tu vois, que tu sens en capacité de pouvoir un petit peu accompagner le groupe? Ouais, un seul. Mathias Skelmose. Ben Nili. Non. Remco Evenepoel, la rage d'aujourd'hui, un terrain qui est un peu cousu main pour ses qualités et son explosivité. On le sait, un Remco Evenepoel énervé, c'est un Remco Evenepoel qui tente un peu tout et qui peut potentiellement aussi se sentir pousser des ailes et y aller un peu pas à l'arrogance, mais à l'orgueil, sur les nerfs, quoi. Ouais. À l'orgueil, exactement. Ouais. Réaction. Donc c'est pas impossible en fait que la première banderille dans cette côte d'Outreau, elle soit initiée par Remco Evenepoel, en fait. Est-ce qu'on partirait pas aussi peut-être sur un potentiel Remco Show? Moi, j'ai l'impression que c'est Jonas qui va foutre le feu. Je sais pas, là, aujourd'hui, je l'ai trouvé nerveux. Comme disait Jackie Durand, on a l'impression qu'il cherche à se rassurer. Et je sais pas, moi, je sens un Jonas qui va se faire contrer. Je pense que on va attendre un petit peu plus la montagne pour qu'il y ait des vrais écarts. Mais tu vois, Jonas, en fait, faut se rappeler, Jonas, avant la chute sur le Tour du Pays Basque de l'année dernière, sur les étapes punchy, il avait fait des progrès, mais de ouf. Il y avait eu un mur, je crois que c'était sur ce même Tour du Pays Basque d'ailleurs, où il va chercher une victoire d'étape sur un mur d'1,7 km,
On l'avait vu aussi sur, tu vois, de base, Vingegaard, c'est un grimpeur long. Voilà, c'est quand il avait 16 ans, il allait à la montagne avec ses parents pendant l'été, il faisait des cols d'une heure, 1 heure et quart, c'était son truc. Et son premier Tour de France, d'ailleurs, il le gagne un petit peu comme ça, le galibier, le coup du galibier, le glandon, on connaît l'histoire. Par contre, le Jonas, avant la chute du Tour du Pays Basque, il avait énormément travaillé sur ses qualités de punch, on va dire sur des ascensions inférieures à 3 km. C'était sur le Pays Basque, à Catalogne, je sais plus, enfin il y avait eu pas Catalogne, mais sur le début du Tour du Pays Basque, enfin il s'était un peu baladé, c'était aussi un peu c'était aussi... tu peux citer le Tour de France 2023 hein, dans le Pays Basque, première étape, quand il s'extirpe avec Tadej Pogačar, il y a qu'un seul coureur qui les accompagne, c'est Victor Lafay. Oui, donc moi j'ai l'impression qu'il est revenu aussi un peu à cette base. Tu vois, il a un peu travaillé, entre guillemets, ce qui n'était pas son talent premier, à l'inverse de Pogačar qui, lui, avait ces qualités-là. Et lui, Tadej, la qualité première, on le sait, c'était les ascensions longues et l'école à plus de 2000 mètres. Il a énormément, donc chacun a un peu travaillé ses points faibles. Et moi, je pense qu'il va... je pense qu'il va être dans le match et qu'il va vouloir jouer. En tout cas, si on se réfère à ce qu'on a vu sur le Dauphiné, je pense qu'il va vouloir jouer. C'est vrai qu'il y a une interrogation, mais je pense qu'il va pas jouer la dégonfle comme il a fait l'année dernière. Si on se retrouve avec ces quatre-là, Mathieu, Tadej, Jonas et Remco sont dans la côte d'Outreau. À la fin, il n'en restera qu'un, Thibaut. On écoute ton pronostic pour cette deuxième étape du Tour de France. Tadej Pogačar qui remporte sa 100e victoire en carrière sur le Tour de France et dès la deuxième étape. La cote, elle est à 4,33. Alors, tu vois dans quel scénario tu penses qu'il... Moi, j'exclus pas qu'il largue Van Der Poel dans la côte de Saint-Étienne-au-Mont. Hein. C'est pas, pour moi, c'est pas non plus quelque chose qui serait complètement délirant sur les très très gros pourcentages. Tu le vois quoi, solitaire ou taper Van Der Poel au sprint? Solitaire. D'accord, solitaire. Bah, écoute, mais j'exclus même pas qu'il tape Mathieu Van Der Poel au sprint. On connaît les qualités de Tadej dans un sprint comme ça, surtout qu'en plus c'est un sprint assez spécifique où t'as un virage dans les 100 derniers mètres. Enfin, c'est pas un virage, c'est une courbe. Et la ligne d'arrivée, tu l'as en visuel, mais tu l'as en visuel dans les 100 derniers mètres, 75 derniers mètres. On n'en a pas parlé. Il risque de pleuvoir. Il y a des bons risques de pluie, ouais. Ouais, on le sait, Tadej Pogačar a un bonus quand il pleut. Ouais, il y a un gros bonus quand il pleut. Non, Thibaut, moi je vais t'accompagner. Hein. Pareil, la 100e victoire de Tadej sur le Boukref, on est à 4,33. Je pense qu'on peut un petit peu trouver mieux en grattant sur le FR. C'est surtout qu'en fait, on parle de Tadej Pogačar et on parle d'une étape et d'un final qui lui est cousu main. Alors oui, il a une rivalité. C'est Mathieu Van Der Poel, mais sur ce type de finale, un Tadej Pogačar à 5, tu le verras pas souvent. Non, et puis alors Saint-Étienne-au-Mont, c'est pas le mur de 8 parce que c'est un petit peu plus court quand même, mais on est un peu sur les mêmes types de pourcentages et Van Der Poel, il va jamais sur la Flèche Wallonne. Hein. Et pourquoi il va pas sur la Flèche Wallonne ? Parce que c'est un peu trop dur. Alors, si c'est vraiment très très court sur des gros pourcentages, on le voit notamment Mathieu dans la dernière ascension d'Estrade Bianchi, il passe, il y arrive sur des accélérations, il a un coup de pédale, il a le coup de pédale sur 5 coups de pédale, c'est lui le plus rapide de toute l'histoire, on va dire sur 200-300 mètres, il tient, mais si effectivement du côté de la team UAE, on arrive à voilà, si Mathieu en plus est pas très très bien placé au pied de la côte, parce que autant du côté des Alpecin on a une équipe parfaite pour se placer dans les sprints, là par contre pour traverser les monts c'est peut-être un petit peu plus délicat, donc effectivement moi je pense que je suis comme toi, hein, je pense que du côté des UAE on va vouloir tout faire péter, je pense que du côté de la Visma on va vouloir jouer contre les UAE, donc voilà, Tadej la victoire 4,33, moi je partirais sur du 0,1% de bankroll. Est-ce que tu as un deuxième prono, Thibaut? Non, dans l'absolu si peut-être quand même Remco Evenepoel podium à 12, honnêtement ça fait quand même un peu haut pour le phénomène que c'est. Ouais, c'est très très haut, alors j'irai pas, c'est très très haut. J'ai pas regardé le podium de Jonas Vingegaard, sa cote victoire elle est à 29, mais j'irai aussi. J'irai aussi sur le podium de Jonas Vingegaard, la cote à 7, donc on partira sur un petit 0,06% de bankroll. Voilà, ça fait deux pics pour cette étape. Ça me semble pas trop mal.
Il y a un petit nouveau mode, Thibaut. Là, t'as vu le nouveau mode ou pas sur Side Limit là qui va arriver? Ouais, On est un peu sur un ancien mode, on va dire. Ça sent pas la modernité, mais c'est normal, c'est en construction. Oui, donc il y a l'appli qui va arriver dans les jours qui viennent, donc avec un nouveau mode. Donc le mode, faudra avoir 2 cartes, donc 2 cartes du jeu, plus 3 coureurs au choix n'importe lesquels. Donc on marque des points quand on fait des classements, on marque des points également quand on fait des échappées matinales. Toi, si t'avais 3 mecs à mettre, donc Pogacar, Remco, et s'il y avait un petit troisième, allez, genre un électron libre, qu'est-ce que tu verrais sur cette étape? Laisse-moi aller voir la start list. Moi j'en ai un qui me paraît évident. Évident? Ouais, en échappée matinale, il y en a un qui est évident sur cette étape. Vas-y, dis-moi. Alexis Brunel, il y est ou pas sur le tour au fait? Bah non. D'accord, ok, putain, ils sont cons de pas l'avoir pris. Putain, sur cette étape-là. Oui, c'est parce que c'était le local de l'étape. Ah bah ouais, complètement. Ouais. C'est pas lui qui a fait la description sur Vélo Magazine. Si, complètement. Ouais. Complètement. Ouais, c'est pour ça. D'accord, et il y a pas, il y a pas non plus, comment il s'appelle, là, l'autre nordiste. Leroux. Ouais. Ouais. Non. Non, moi, en vrai, je partirais peut-être sur un Ewen Costume. C'est une belle option. On a vu déjà Mathis Lebert se porter à l'avant sur cette étape. Et ce serait pas en fait une mauvaise chose stratégiquement pour les Arkea de mettre devant. Parce que l'année dernière, on sait en plus sur ce type d'étape qui était quand même promise au GC, Kevin Vauquelin a réussi à faire la nique au leader et à aller chercher une victoire d'étape. Mais c'est qu'en plus, Ewen est en forme. Il y a un terrain qui est à sa mesure. Et puis, ce serait pas inintéressant pour Vauquelin d'avoir potentiellement un mec à récupérer plus tard. Parce que si jamais, imaginons, il y a une attaque dans Outreau et que à ce moment-là, de la course, ou même un peu avant à Saint-Étienne, imaginons il y a des offensives, Kevin Vauquelin est un peu piégé par ça, mais pas loin du groupe, comme sur un groupe composé avec les GOAT, hein, et que Ewen est repris, tu vois, ça peut être un allié de taille pour ramener Vauquelin sur ce groupe. C'est vrai, mais d'ailleurs aujourd'hui, moi c'est ce que j'ai pensé quand j'ai vu Bruno Armirail sortir, je me suis dit, Armirail, AG2R, il joue pas pour aller montrer le maillot ou pour aller disputer les bonifications. Je me suis dit que peut-être il voulait avoir un pion à l'avant en cas de bordure et que c'était un move tactique. Ça n'a pas été évoqué, mais moi je le voyais comme ça. Donc effectivement, mettre des pions à l'avant, ça peut être aussi pas mal. Et écoute Thibaut, on va faire le récap des pronos. On va regarder un petit peu. Moi je vais plus du tout sur les match-up, mais toi peut-être t'as peut-être vu quelque chose. Je rappelle au passage, et je l'ai pas dit. J'ai rien regardé. Jouer avec. C'est pas sorti encore en France. Ah ouais, c'est pas d'accord. Jouer avec. Mais vas-y, je vais regarder. Bah non, mais écoute, même sur le Bookref, je les vois pas. Mais vas-y, fais ton message de prévention, c'est vraiment le plus important en vrai. Ouais, non mais tout le monde connaît, voilà, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer avec excès comporte des risques et on vous rappelle le conseil du coup tordu, faites du management bankroll. Si on perd, on descend la mise et comme ça, on ne se crache jamais. Un petit logiciel de bankroll, Bet Analytics, c'est pas mal. Ah non, toi tu penses qu'il faut monter la mise quand on perd? Non, pas du tout. Non, j'allais parler des match-up, mais il y en a un qui sautait aux yeux, mais maintenant c'est mort. Le train lui est largement passé dessus. Le train l'a écrasé. Mais on sait que Thibaut Nice a chuté et qu'il est contre Wout van Aert. Wout van Aert qui va devoir travailler pour Jonas Vingegaard, mais qui a aussi annoncé ses visées sur l'étape de Boulogne-sur-Mer. Thibaut Nice qui est quand même meurtri de sa chute, et on l'a vu aujourd'hui déjà, il est dans le mal et en plus il le dit à l'arrivée où il a chuté lourdement et il est un peu en peine. Donc quand ça open à 1,65, un truc dans le genre, c'est bon à prendre. Maintenant il est à 1,28 Wout van Aert. Ouais. Le train lui est largement passé dessus. Après, je suis en train de regarder les autres, mais... Non, le reste, c'est assez... Ouais. Tu vois, même Evenepoel face à Roglic, hein. Oui. Ah, Tonton, on n'y a pas pensé, mais c'est vrai que du Tonton, il a perdu du temps aujourd'hui, non? Il a perdu du temps, c'est surtout son discours. Il est vraiment... Je t'invite à aller regarder ses interviews. Il est franchement foutiste, en fait. Là, limite, il en avait rien à foutre d'avoir perdu du temps, quoi. C'était dans l'échappée de Patrick Bruel, c'est...
Pierre Rolland. T'as dû regarder leur preview du Tour de France avec Robin d'ailleurs. Et Pierre Rolland, il disait que quand il parlait avec Roglic dans le peloton, il disait il est chelou quoi en fait. Il est bizarre. Il disait c'est un gars, il est voilà. Il dit il est gentil hein. Il est détente. Ah bah à mon avis, il est tombé dans le shit quand il était petit et les Stones H24. Ouais, il a un côté un peu, mais même moi il me fait rire Roglic hein, quand il fait des interviews, mais t'as l'impression que tu vois il est pas méchant, mais tu vois que le journaliste, enfin tu sais, il lui fait des réponses pour avoir. Ah ouais, il est en interview. Il a toujours les mêmes mimiques, c'est un truc de fou. Ah ouais, non, mais je pense en interview, le mec, le mec, il te rembourse un jeu, hein, tu vois, il s'amuse. Hein. Mais bon, c'est sûr que c'est pas le bon client, quoi, comme on dit, quoi. Ok. Ouais, non, il y a franchement rien qui me saute aux yeux. Vraiment, le truc qui est, non, en fait, pardon. Non, il y a rien de spécial. Hormis Remco face à Roglic, encore, moi, quand je cherche un match-up, j'essaye quand même de chercher soit un match-up qui est choquant, vraiment, un peu comme Wout van Aert face à Thibaut Nice, ou un match-up au-dessus de 2. Donc là, il n'y a pas les conditions de recherche de mon bet sur un match-up pour te dire ouais non, j'y vais pas, oui ça me plaît, voilà. Ok, bah écoute, on restera tous les deux sur la victoire de Pogačar. Toi, en plus, le podium de Remco, et moi, en plus, le podium de Jonas Vingegaard. Et bien sûr, on n'est pas obligé de mettre de l'argent pour chercher à savoir qui sera le vainqueur. On peut faire des pronostics, on peut faire des paris en faisant attention, on peut aussi faire des prédictions. Et c'est aussi ce qu'on fait également dans le coup tordu. Bah écoute Thibaut, un grand merci pour tout pour cet épisode. Merci à toi, et puis on se retrouvera pour le prochain peut-être, je sais pas. Ah bah écoute, ouais, si t'es chaud, si t'es dans le coin, on sera à l'étape de Dunkerque. La preview sur Vélo Futé. Alors ouais, t'as une petite nouveauté aussi hein, cette année sur les previews de Vélo Futé. Ouais, bah je me suis dit faut inclure une nouveauté parce que honnêtement, écrire une preview, détailler une preview pour qu'au final, on s'est fait hein, cette preview générale du Tour de France. Et quand je te dis que Tadej Pogačar va remporter cette étape, ça implique qu'il va remporter le tiers des étapes du Tour de France. Le tiers des 21. Est-ce que tu prends du plaisir à écrire ça? Donc, fallait trouver une nouveauté pour retrouver un peu ce plaisir d'aller écrire et surtout de trouver de quoi agrémenter un peu la preview quoi. Et du coup, on s'improvise DS en switchant les équipes. Sur la première étape, c'était l'équipe Soudal Quick-Step où mine de rien se visait plutôt juste et les Soudal auraient dû me lire. Oui. Et non, blague à part, la deuxième c'est Arkea et puis écoute, l'étape de Dunkerque, on va partir sur les Lidl Trek. On va tourner sur toutes les équipes du Tour et ça rajoute un petit enjeu, tu vois, parce que du coup, t'es pas constamment sur la même équipe et c'est là où tu prends un petit plaisir parce que le brief, faut que tu l'adaptes en fonction des collectifs et des leaders et tu sais que souvent, c'est pas forcément des équipes qui sont favorites pour aller gagner cette étape. Donc ça donne un plan de course et un plan de course un peu différent du schéma de course traditionnel où on le sait souvent ça va se terminer par une victoire de Tadej Pogačar. C'est vrai que c'est intéressant parce que si tu vas sur une étape de montagne un peu décisive, tu pourrais te dire bon bah voilà, je prends du AE, je prends de Bisma, mais c'est vrai que ça peut être assez rigolo d'aller chercher une équipe qui finalement n'a pas grand chose à jouer sur l'étape ou n'est pas favorite du tout quoi. Ça peut être yes. Voilà. Ouais, bah oui. Donc ouais, c'est comment jouer sa chance quand on en a aucune quoi. Donc ouais, c'est rigolo. Ouais, c'est ça. Et puis sur ces étapes-là, tu vois, tu peux décrire vraiment, tu peux aller dans le détail et décrire sur les moments, les étapes de montagne, hein, je parle, les moments clés pour la prise d'échappée. Si c'est plat en plus, du coup, tu peux être un peu plus mesuré et dire à tes coureurs d'être un peu plus calme et d'attendre le moment opportun, c'est-à-dire vers l'heure de course, avant de ne pas trop gaspiller de cartouches. Et puis après, d'adapter ton plan en fonction du plan des autres pour essayer de faire la nique au peloton. Et là, faut réfléchir à ce qui pourrait être le plus intéressant tactiquement pour essayer d'aller au bout.
et il y a peut-être pas que la prise d'échappée où ça peut être intéressant, parce que sur les étapes, par exemple, pour baroudeur, tu peux avoir ce plan un peu comme Alaphilippe l'avait fait pour Asgreen, d'essayer de casser le peloton. Totalement. Ou au moins la chasse. Totalement. En tout cas, les mater tout ça, les mater toutes ces previews à retrouver sur Vélo Futé, et Enzo qui poupote en même temps, qui fait ses previews. Voilà, le petit garçon d'Enzo est arrivé à la maison, et Enzo en même temps, il fait ses previews que vous retrouvez sur son site The Big Gear. Merci Thibaut, donc Thibaut Chambre, hein, ton compte Twitter, et puis le coup tordu, on est présent sur YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcast, et puis pour entrer en contact avec nous, TikTok, ça y est, plus de 10 000 abonnés sur TikTok, ça fait plaisir. Sur Facebook, sur Instagram et bien évidemment sur X, sur Twitter. Le coup tordu. Merci les amis. Ouais, merci et ciao.